Je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité avant de sortir cette vidéo et elle va être particulièrement sérieuse parce qu'elle traite d'un sujet qui est d'apparence ordinaire mais grave dans mon cas parce que malheureusement il m'a touché il y a quelques mois maintenant. Et ceux qui suivent cette chaîne et mes vidéos ont bien compris que je suis un amoureux des films d'horreur depuis tout petit, mais dans l'horreur, ce que j'aime c'est qu'elle est fictive derrière un écran et normalement c'est jamais dans la vraie vie. Et même si j'ai encore du mal à imaginer que tout ce qui s'est passé soit vrai, eh ben, cette horreur qu'on voit que dans les films a pris forme dans ma vie. Et sans m'étaler dans les détails, dans ce drame, que ce soit ma famille et moi, on a eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu être complètement différent. Si je repense à ça maintenant, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai été voir un film au cinéma et en regardant en hauteur, j'ai aperçu l'affiche pour Scream 7. Donc ça m'a donné envie de revoir le tout premier, mais je me suis senti quand même mal à l'aise devant le film. Alors qu'objectivement, le film n'a rien d'effrayant, l'atmosphère est plutôt légère et un peu humoristique, et ça rend un bel hommage aux slashers et aux films d'horreur qui sont d'ailleurs tout le temps cités dans le film. Michael Myers. Qu'il regarde le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Le train de la terreur, le bal de l'horreur. C'est fou ce que Jamie Lee Curtis a pu faire comme film gore. Quand il arrive quelque chose de dramatique dans la vie, tu entends parfois des phrases cultes pour la première fois. Et moi, ça a été le cas pour cette phrase de Carl Jung. Alors qu'en réalité, c'est même pas une citation, mais plutôt une interprétation de ses propos, et c'est le genre de truc que t'as pas du tout envie d'entendre dans ces moments-là. Mais aujourd'hui, je me pose une question complémentaire. Est-ce que les films d'horreur que j'aime tant peuvent déclencher ce basculement? Et vous vous doutez bien que c'est une question que je me suis posée dernièrement, avec tout ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble tout ça d'un point de vue scientifique, des neurosciences, et d'un point de vue des faits réels. Mais je dois vous avouer que c'est vraiment pas facile de parler de tout ça. Et ce qui m'aide, c'est qu'à l'image de tout bon slasher, le fait d'être derrière un masque, c'est-à-dire sans caméra pour ces vidéos, bah, ça rend la chose un peu plus simple. Malgré tout, si vous cherchez une vidéo extrêmement travaillée, à la Ego ou à la The Great Review, ce sera vraiment pas le cas. Déjà parce que j'en ai pas le potentiel, et parce que là vraiment j'ai juste envie de vous parler de tout ce que j'ai cherché ces dernières semaines, en prenant l'axe de Scream qui pour moi est le meilleur pour parler de ça. Donc je vous propose qu'on revienne sur le film, parce que le film il sort en 96, et avant ça le cinéma d'horreur il fonctionnait sur deux catégories rassurantes, parce que d'un côté on avait les slashers qui étaient des monstres surnaturels comme Freddy, Jason, Chucky, etc. C'était ni plus ni moins que des créatures qui venaient d'une autre dimension, mais avec des pouvoirs qui les rendaient pas forcément très réalistes pour une transposition dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup le mot slasher, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Alors je te mets une petite définition ici. Un slasher met systématiquement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, parfois défiguré ou masqué, qui élimine méthodiquement les membres d'un groupe de jeunes ou d'autres personnes, souvent à l'arme blanche et principalement pendant la nuit. Donc dans un slasher, on a des meurtres qui sont méthodiques, ou pas d'ailleurs, mais globalement froids, pour le plaisir, en série et souvent sur la même type de population. Et l'autre catégorie qu'on retrouvait beaucoup dans le cinéma aussi, c'était celle des tueurs humains, mais avec des pathologies qui sont clairement identifiées. Et là, je pense à Norman Bates par exemple dans Psychose. Je pense aussi au tueur de Massacre à la tronçonneuse, qui était un déficient mental manipulé par sa famille de cannibales, entre guillemets. Et beaucoup d'autres films des années 80 où finalement les titres eux-mêmes trahissaient la logique, comme je l'ai dit, Psychose, Schizophrénia, Maniaque, etc. Donc on est sur des diagnostics psychiatriques, des cerveaux qui sont abîmés ou cassés, et que la société pouvait identifier et isoler potentiellement. Et là on a un agissement qui est souvent pas très méthodique, mais plutôt compulsif, obsessionnel ou émotionnel. Mais dans les deux cas, le point commun, c'est que soit le monstre restait une exception médicale, ou il était surnaturel. Donc il y avait toujours une justification derrière. Et c'est là où Scream a le plus marqué la différence, je trouve, parce que Wes Craven prend tous les codes d'un slasher, prend le masque, les meurtres en série, les protocoles méthodiques, les appels téléphoniques, mais va retirer l'essentiel de ça, c'est-à-dire le surnaturel ou la pathologie. Parce que les tueurs, c'est pas des monstres, ils ont pas de dossier psychiatrique, ils sont tout ce qu'il y a de plus normaux, et bien intégrés dans la société, c'est ce qu'on ressent. Donc on a affaire à deux ados préadultes qui décident de devenir tueurs. Et pour aller au bout de cette normalité, même le masque, c'est un masque qu'on peut retrouver à 5 $ au supermarché. Le couteau, pareil, on peut le retrouver dans le rayon cuisine. Et en fait, on a réellement affaire à ce qui est devenu le plus banal dans un costume qui est devenu emblématique avec les années. Et c'est ça le danger du film. En fait, le mal, il est invisible jusqu'au moment où il frappe, mais personne ne pouvait s'y en douter. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a mis le plus mal à l'aise en ce moment. Parce que le film, il te dit juste, le tueur peut être n'importe qui, un voisin, un ami,
quelqu'un qui est d'apparence normale, qui peut basculer du jour au lendemain. Alors encore une fois, la question qu'on peut se poser après la lecture d'un film comme ça, c'est que si le mal est devenu accessible à tous, qu'est-ce qui déclenche chez certaines personnes un passage à l'acte? Et est-ce que tous les films dont Scream rend particulièrement bien hommage vont accentuer ce phénomène-là? Parce qu'il y a un mécanisme dans Scream que peu de gens analysent vraiment. Le film il structure la violence comme un ensemble de règles applicables. Les tueurs de ce film connaissent par cœur les films d'horreur comme Halloween, Vendredi 13 ou Freddy. Et ils se contentent pas juste de regarder comme un spectateur lambda. On a l'impression qu'ils les ont étudiés et qu'ils sont en train d'en extraire une sorte de méthode. Et ça, en neurosciences, ça s'appelle la théorie des scripts cognitifs. Parce que notre cerveau, sans qu'on le sache, il apprend par imitation, y compris à partir de la fiction. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez une vidéo de sport ou une vidéo de n'importe quel type d'activité, eh ben, c'est une manière aussi de s'entraîner à ce sport. Alors évidemment, de la vidéo, il faut passer à un entraînement réel pour que ça fonctionne, mais voilà, t'as compris l'idée. Notre cerveau, il va archiver des schémas comportementaux comme des modes d'emploi potentiels pour répondre à certaines situations. C'est aussi un mécanisme qui est utilisé de manière inconsciente chez les enfants qui va leur permettre d'apprendre à marcher, à parler et à interagir socialement. Donc dans Scream, les tueurs sont des fans méthodiques qui ont décidé d'appliquer ces codes narratifs des slashers dans la vie réelle et ils vont mettre en scène leurs meurtres. Ils suivent un protocole bien défini, ils créent du suspense, exactement comme les tueurs de leurs films préférés. Si tu raccroches, tu mourras comme ta mère. As-tu envie de mourir, Sidney? Ta mère, elle ne le souhaitait pas. Le problème de ça, c'est que ce phénomène, il n'est pas resté derrière un écran. Et d'ailleurs, on pourrait dire que l'histoire de ce film est partie de 2 faits réels, notamment celle du tueur de Gainesville, Danny Rowling, qui après avoir visionné Exorcist 3 de manière obsessionnelle, a tué 5 étudiants. Et après la sortie de Scream, il y a eu des copycats qui sont apparus un peu partout, où des adolescents malheureusement commettaient des agressions graves, parfois des meurtres, en citant le film, en portant le masque, en reproduisant des appels téléphoniques, et ça on va aussi en reparler plus tard. Donc en fait, le film ne va pas créer la violence de toute pièce, mais il va lui fournir quelque chose de plus insidieux, c'est-à-dire un scénario structuré, une esthétique, une sorte de dramaturgie qui transforme l'acte barbare en une performance codifiée d'ailleurs. Et ça rend presque la violence familière et reproductible. Et il y a un autre élément que personne ne voit dans le film et qui est hyper important dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'on a tous accepté sans trop réfléchir. Parce que mine de rien, Sidney Prescott, dans les années 90, elle vit dans un monde qui est moderne, avec un ordinateur, avec un téléphone portable, et avec la possibilité d'appeler le 911. On pourrait donc se dire qu'on est mieux protégé qu'à l'époque, et qu'elle-même est mieux protégée que les héroïnes des années 70. Sauf qu'elle est encore plus vulnérable. Parce que ce sont des outils qui vont créer l'illusion de la sécurité. Face à une situation d'urgence, tout se joue en quelques secondes, et on peut se rassurer en se disant qu'on a un téléphone avec nous, qu'on a accès à toute cette technologie, mais c'est pas le cas. Et dans le film, c'est très bien illustré parce que quand Sidney compose le 911, elle obtient une voix enregistrée, elle obtient des protocoles rigides, parce qu'elle tombe sur une machine qui traite des données et qui traite pas l'urgence humaine. On retrouve d'ailleurs plein de vidéos de ChatGPT ou de l'IA face à des situations d'urgence humaine, et on se rend compte que malheureusement n'importe quelle technologie est incapable de te répondre comme le ferait un vrai être humain, parce qu'elle comprend pas la terreur. Un autre paradoxe technologique qu'on voit bien dans le film et qui est complètement volontaire, c'est la scène dans le van pendant la fête. On voit qu'il y a une caméra qui filme avec un délai de latence de 30 secondes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Peu importe la technologie, ça reste simplement de l'information. Le fait de le voir en live ou pas ne change rien au fait que la personne en face de vous est potentiellement en danger. Et dans ce film, vous découvrez que le dernier problème de la technologie, c'est que ça place un spectateur en position de voyeur impuissant qui peut juste regarder l'horreur se dérouler sans pouvoir intervenir. Le problème, c'est que ça a été transposé ça aussi dans la vraie vie, puisqu'en 2006, il y a 2 adolescents qui ont poussé cette logique jusqu'au bout. Et ce qu'ils ont fait et filmé prouve que la frontière entre la fiction et la réalité, elle peut disparaître complètement. Parce qu'en 2006, des jeunes de 16 ans gardent la maison de ses oncles pour une soirée qui est tout à fait banale, et le petit ami d'une de ces personnes passe et regarde des films, voilà, rien d'inhabituel. Sauf que caché dans le sous-sol, il y a 2 autres de ses amis qui portent des masques, des couteaux, des gants et une caméra. Ils attendent que le petit ami parte, puis ils montent et ils poignardent la jeune femme quasiment 30 fois. Ensuite, ils retournent à leur voiture, ils allument la caméra et ils vont pas dire qu'ils ont tué Cassie. Ils disent en souriant « On vient de terminer notre propre version de Scream ». Il n'y avait aucune rage dans ce geste, il n'y avait aucun mobile, parce que Cassie était leur ami. Ils ont juste tué pour documenter, pour créer du contenu, pour transformer leur vie en film. Et là, on voit tout de suite le problème, c'est que leur cerveau avait internalisé la structure narrative du film
Et surtout, il devait être tellement saturé de fiction qu'il faisait même plus la différence entre faire et jouer. Évidemment, la vidéo a été utilisée au procès et ils ont pris de la prison à vie, mais Cassie est morte. Et il n'y a aucun jugement qui remplace l'absence d'une personne qu'on aime. Alors à ce stade, on peut se dire que oui, les films d'horreur peuvent tuer, mais si on regarde du côté de la science, c'est une toute autre histoire. Parce que les neurosciences ont des réponses, et c'est des réponses qui sont assez inconfortables parce qu'elles sont contradictoires. Premier problème, c'est la désensibilisation, et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une mesure électrique qui a été réalisée en 2006 par des chercheurs. Ils ont observé grâce à une onde qui s'appelle l'onde B300, ce qui se passe dans notre cerveau quand il est choqué. Et un des problèmes, quand vous regardez des films d'horreur régulièrement, c'est que cette onde, elle s'aplatit. Ça signifie que le cortex préfrontal, qui est responsable du jugement moral, il va finir par classer le meurtre dans la catégorie des informations de routine. En gros, c'est devenu tellement banalisé dans ton cerveau que ton alarme émotionnelle, elle sonne plus vraiment. Ensuite, le deuxième point, c'est les neurones miroirs. C'est les neurones de l'empathie, mais aussi de l'apprentissage par imitation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si le tueur à l'écran est esthétisé, s'il possède une forme de puissance ou un contrôle que le spectateur n'a pas forcément dans sa propre vie, le cerveau il peut encoder ce comportement comme un modèle de survie ou de domination. Et donc, par mimétisme, il aurait peut-être envie d'y répondre. Mais il va exister une étude qui va contredire tout ça, qui s'appelle le modèle du catalyseur, et des experts comme Ferguson ont démontré que pour l'immense majorité d'entre nous, l'impact d'un film est proche de zéro. Parce que notre cerveau est capable de faire la distinction entre la fiction et la réalité. Et la science est catégorique sur un point: les films d'horreur ne fabriquent pas les tueurs à partir de rien. En gros, un adolescent ou un adulte qui est stable, ça ne deviendra pas un meurtrier parce qu'il a regardé un film d'horreur. Et encore mieux, d'une certaine façon, pour certains, le film il sera une soupape de sécurité. En fait, c'est une expérience contrôlée de la peur qui va aussi éviter certains passages à l'acte. Le souci, c'est la personne qui est déjà en rupture ou en situation de fragilité absolue. Et bien sûr que le film va pas créer le mal, mais il va lui fournir une esthétique et un mode d'emploi et une sorte de permission narrative. Et ça peut aussi être vrai dans des cas de crise comme des décompensations ou des crises psychiques aiguës. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, est-ce qu'on peut dire que les films d'horreur créent des tueurs? La réponse est non. Mais ils peuvent le banaliser. Et c'est évident que pour certaines personnes, ça peut être suffisant pour justifier un passage à l'acte. Il y a un instant, je vous ai parlé de décompensation ou de crise psychique aiguë, et pour vous expliquer ce phénomène, en fait, c'est des cas de violence sans mobile apparent, là où personne ne comprend ce qui s'est passé, ni la famille, ni les amis, ni même la personne en question. C'est à ce moment-là qu'on va parler de décompensation. C'est un moment où toutes les barrières vont s'effondrer sans prévenir. Et là, bien sûr, le coupable, c'est pas du tout l'écran, c'est plein de facteurs qui ont emmené la personne jusqu'à ce stade-là. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours plus impacté lorsque quelque chose nous arrive que lorsque ça nous paraît lointain. Et quand on voit des gens discuter de meurtre avec légèreté, traiter l'horreur comme un genre de divertissement, faut se rappeler que cette distance face aux faits ou aux propos, elle n'est pas accessible à tout le monde. Alors que Scream, lui, il a transformé cette violence en un espèce de phénomène de culture pop, avec ses propres jeux et ses codes. Et pour 99% des gens, c'est ok parce que c'est le genre de choses qui se transposent pas dans une vie. Mais pour les 1% restants dont la réalité a rattrapé la fiction, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de masque. La seule chose qui reste après quelque chose comme ça, c'est la compréhension du silence, de l'absence et du vide. Et si j'ai un seul message à faire passer dans cette vidéo, c'est ne pas oublier que l'horreur est cool uniquement parce qu'elle est au cinéma. Mais dans la vraie vie, croyez-moi, il n'y a rien de pire que ça.